Oui, pourquoi Victor Hugo? Mireille Degnaud vient de répondre, parce que ses convictions ses combats sont toujours d'actualité, le sont même de plus en plus à l'heure où souffle un vent mauvais sur la planète depuis quelques mois, quelques années. Demain le Brésil, hier l'Amérique et aujourd'hui pas mal d'États de l'Union européenne. Hugo, notre contemporain, c'est le titre du week-end spécial que France Culture va consacrer à Victor Hugo le prochain week-end. Et dès le lendemain, France 2 diffuse une mini-série qui s'appelle Hugo, ennemi d'État. Et c'est toute une semaine de France Télévisions sur Hugo. Donc il est vraiment très contemporain. À ceci, j'ajoute qu'une grosse production des Misérables est en train d'être réalisée par la BBC. Et les amateurs de séries, s'il y en a, seront ravis d'apprendre que Jean Valjean sera joué par Dominic West, qui était le héros de The Wire. Voilà, c'est notre très contemporain Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo à Granville? Ça a été dit rapidement par Mireille Degnaud. Il est venu 3 fois, une fois en 1836 avec Juliette Drouet, avant l'exil, et 2 fois après l'exil, 1876. Il est passé pour son dernier voyage à Guernesey, je crois, il a pris le bateau ici. Il a été accueilli dignement par les Granvillais. Il est passé un peu moins incognito la deuxième fois que la première. Et Granville est très attaché à la figure d'Hugo, ne serait-ce que parce que nous avons en face les îles d'exil, et dans lequel un bateau part, le bateau qui s'appelle Victor Hugo, et qui dessert Jersey-Guernesey. Donc voilà une raison supplémentaire. Voilà, troisième chose, Hugo avait un ami photographe, un Normand, à Guernesey, qui a fait pas mal de photos et qui les a ramenées, et des photos relativement inédites que conserve la famille. Ça, c'est une photo d'un de ses descendants qui s'appelle Claude Béfort, qui a bien voulu nous la confier. Et il y a quelques témoignages touchants de Hugo qui sont réunis à Granville, et notamment, j'ose à peine en parler, mais le musée d'art et d'histoire de Granville possède une cape de Victor Hugo qui a été donnée par ce photographe normand. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment documentée, donc on ne peut pas la présenter. Mais enfin, c'est notre côté fétichiste de Victor Hugo. Voilà. Troisième chose, pourquoi Victor Hugo et les femmes? Pour cette première édition d'une manifestation qui, j'espère, aura de nombreuses éditions. Parce que Victor Hugo et les femmes, c'est une relation complexe, que je ne qualifierais pas tout à fait dans les mêmes termes que Mireille Degnaud, mais elle est riche, elle est épineuse parfois, elle est scandaleuse parfois aussi, vous le savez. Mais Victor Hugo a été aussi et surtout un des premiers avocats du droit des femmes. C'est lui qui a dit, si mes souvenirs sont bons, une moitié de l'humanité est hors de l'égalité, il faut l'y faire entrer. Qui a dit aussi, le XVIIIe siècle a célébré le droit de l'homme, le XIXe célébrera les droits de la femme. En gros, je cite. C'est un thème auquel il a été sensible. Et malgré l'image un peu, comment dire, Hugo est resté très vert jusqu'à la tombe quasiment, mais moi personnellement je ne le jugerai pas avec les critères du XXIe siècle. Mais c'est peut-être pas un débat qu'on aura cet après-midi. Voilà. En tout cas, pendant son passage à Granville, Victor Hugo a composé un poème qui s'appelle « À Granville en 1836 ». Et Mona Ozouf nous fait les gentillesses d'en lire quelques strophes, je crois. Oui, alors d'abord, je dois dire que c'est un poème, je savais qu'il y avait un poème à Granville, et je pensais qu'il contenait beaucoup d'évocations de la ville. J'ai été tout à fait déçu, c'est pourquoi je me contenterai de quelques strophes, et je me rattraperai sur d'autres poèmes avec des portraits de femmes, si vous le voulez bien. D'abord, le jour où Hugo est à Granville, c'est en juin 1936, il fait une chaleur africaine. Autrement dit, la vision de Hugo de Granville n'est peut-être pas, je veux blesser personne bien sûr ici, mais n'est peut-être pas une vision absolument appropriée. Donc le poème qu'il consacre, qui s'appelle « À Granville », est en réalité un poème sur le beau temps. Sur le printemps, le beau temps. Alors, il y a une évocation fugitive de Jersey, une évocation, car dans ce voyage à Granville, Hugo était monté dans un canot avec des gamins du port, et ces gamins du port avaient parlé de l'emmener à Jersey.
première apparition dans l'œuvre de Hugo des îles anglo-normandes qui devaient tellement occuper une place dans sa vie et dans son œuvre. Donc Jersey apparaît, le Mont-Saint-Michel apparaît de manière assez étrange aussi, bref. Donc je vais me contenter de quelques strophes. La première, mais qui vous donne l'idée de tout le poème. L'or figure en giroflée, l'ancien zéphyr fabuleux souffle avec sa joue enflée au fond des nuages bleus. Tout le poème est de cet ordre. Et après, Jersey, sur l'onde docile, se drape d'un beau ciel pur et prend des airs de Sicile dans un grand haillon d'azur. Et sur la mer qui reflète l'aube au sourire d'émail, la bruyère violette met au vieux mont un camail, afin qu'il puisse, à l'abîme qu'il contient et qu'il bénit, dire la messe sublime sous sa mitre de granit. La dernière strophe, je trouve très belle, sur le mont qui à la fois contient l'abîme et le bénit. Voilà, c'est donc toute l'évocation qu'il y a. Il n'y a même pas la ville où il logeait, et on a là un litige avec Édouard. Moi, je pense que c'était rue Le Campion, à l'hôtel du Nord et des Trois Couronnes, mais Édouard prétend que c'est rue des Juifs. Je le trouve. Ah ben alors, bon, ben c'est bien. Donc c'était rue des Juifs, j'admets, mais vous verrez vos sources quand même. Voilà, alors c'est tout, c'est un peu décevant ce poème de Granville, mais bon, peut-être que Édouard me laissera la possibilité de me rattraper. Ah ben absolument. Non, mais je veux clore sur ce point. Il y avait rue des Juifs, juste à l'entrée à gauche, un hôtel qui s'appelle l'hôtel des Trois Couronnes, où a logé Victor Hugo, où a logé aussi Heinrich Heine, qui est venu quelques mois après lui. Et il se trouve qu'il y avait un hôtel du Nord rue Le Campion, et que l'hôtel du Nord a racheté l'hôtel des Trois Couronnes, ou l'inverse, je ne sais pas. Et à un moment, ils ont déménagé, et il y a eu un hôtel du Nord et des Trois Couronnes rue Le Campion. Voilà, pour corriger Jean-Marc Aulas. Et ben nous allons commencer la première table ronde. J'appelle Florence Nogrette et Nicole Savy, si elle est là. Ah, mais oui, je la vois. Qui est arrivée au terme d'un périple compliqué, par camp et après en voiture. Et il va nous manquer une chaise. Victor Hugo et les femmes, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Mona Ozouf, écrivain, historienne, bien connue. Florence Nogrette, professeure de littérature française à la Sorbonne, spécialiste du théâtre romantique, et qui édite avec une équipe la correspondance de Juliette Drouet. Juliette Drouet, c'est 22 000 lettres écrites à Victor Hugo, son ami de cœur, 50 ans de relation, 22 000 lettres, dont l'édition critique est en cours, vous nous direz où vous en êtes. Et enfin, Nicole Savy, qui s'est occupée des affaires culturelles du musée d'Orsay, chercheuse sur la littérature, la société, sur Hugo, auteur Le Paris de Victor Hugo, et qui nous parlera aussi de ce contexte social dans lequel a évolué Victor Hugo, sa littérature, ses idées, ses frasques peut-être aussi. Voilà. Pour introduire cette discussion, le mieux c'est de commencer à s'en mettre à des portraits de femmes pour suivre Henry James. Deux portraits d'amour, de jeunesse et d'enfance de Victor Hugo, que va nous dire ou nous réciter, je ne sais pas, Mona Ozouf, et puis après on rentrera dans le vif de la discussion. C'est à vous. Alors, pour commencer, donc, deux amours de jeunesse de Hugo. Le premier poème, Hugo a 8 ans, et il est à Madrid avec son père qui est général pendant la guerre d'Espagne. La famille Hugo habite le palais Mascherano, et les enfants Hugo, les frères de Victor et Victor, jouent dans le parc avec la belle espagnole de 16 ans qui est la fille du marquis qui possède le palais. Hugo n'est pas encore Hugo. Comme elle avait la résille, longtemps la rime hésita. Ce devait être Inésille. Mais non, c'était Pépita. 16 ans, belle,
et grande fille. Ici, la rime insista, rimeur. C'était Inésille. Rime, c'était Pépita. Pépita, je me rappelle. Oh, le doux passé vainqueur, tout le passé pêle-mêle remonte à flot dans mon cœur. Mère, ton flux porte et rapporte des varechs et des galets. Mon père avait une escorte. Nous habitions un palais dans cette Espagne que j'aime, au point du jour, au printemps, quand je n'existais pas même. Pépita, j'avais 8 ans, me disait « Fils, on me nomme Pépa, mon père est marquis. » Moi, je me croyais un homme vivant en pays conquis. Dans sa résille de soie, Pépa mettait des doublons, de la flamme et de la joie, sortait de ses cheveux blonds tout cela, jupe de moire, veste de toréador, velours bleu, dentelle noire, dansait dans un rayon d'or, et c'était presque une femme que Pépita, mes amours. L'indolente avait mon âme sous son coude de velours. Je palpitais dans sa chambre comme un nid près du faucon. Elle avait un collier d'ambre, un rosier sur son balcon. Tous les jours, un vieux qui pleure venait demander un sou. Un dragon, à la même heure, arrivait on ne sait d'où, il piaffait sous la croisée, pendant que le vieux râlait de sa vieille voix brisée. « La charité, s'il vous plaît !» Et la belle au collier jaune, se penchant sur son rosier, faisait aux pauvres l'aumône pour la faire à l'officier. L'un plus fier, l'autre moins sombre, il partait, le vieux hagard en portant son sou dans l'ombre, et l'officier un regard. J'étais près de la fenêtre, tremblant, trop petit pour voir, amoureux sans m'y connaître, et bête sans le savoir. Elle disait avec charme, marions-nous, choisissant pour amoureux le gendarme, et pour mari l'innocent. Je disais quelques bêtises, Pépa répondait plus bas, m'éteignant comme on attise. Et pendant ces doux ébats, les soldats buvaient des pintes et jouaient au domino dans les grandes salles peintes du palais Mascherano. 8 ans plus tard, Hugo a 16 ans, il est toujours aussi peu dégourdi, ça changera, et il s'en va se promener au bois avec une certaine Rose dans un poème charmant qui s'appelle « Vieille chanson du jeune temps ». Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi, nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait, je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, et Rose, les rossignols. Moi, 16 ans, et l'air morose. Elle, 20, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours, et la nature amoureuse rêvait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Bah, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Je vais
donner le micro à Florence Nogrette. Alors, après avoir évoqué les amours d'enfance, d'adolescence, on va peut-être revenir au grand amour, hein, c'est-à-dire Juliette Drouet. Où vous en êtes de cette édition monstrueuse, de cette correspondance monstrueuse? Pour le moment, sont publiés sur le site que nous avons créé avec des collègues de l'université de Rouen, puis de l'université de la Sorbonne, sont publiés 9000 des 22 000 lettres dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont des lettres écrites une par jour, 2 par jour, jusqu'à 7 par jour, parfois pas du tout pendant les voyages, puisque la lettre comble l'absence, raison pour laquelle il n'y en a pas pendant les voyages qui sont faits en commun, pendant 50 ans. Donc de 1833, leur rencontre, pendant les répétitions de Lucrèce Borgia, où elle jouait un petit rôle, jusqu'à la mort de Juliette, en 1883. Elle prend l'habitude de lui écrire tous les jours à la demande de Victor Hugo. Enfin, au début, elle lui écrit des billets pour donner des rendez-vous dans la première période de grande passion, où il s'agit de se donner rendez-vous, de se quitter, de se reprendre. Et puis après, ça s'installe comme vraiment une habitude et même un devoir, puisqu'il s'agit, à partir du moment où il l'entretient, une femme entretenue, de rendre compte de son état d'âme, mais de rendre compte aussi de ses activités, puisqu'il la surveille. Et après, ça devient dans ce cadre contraint, ça devient une sorte d'espace de liberté pour elle à l'intérieur de la contrainte, où elle se met non seulement à rendre compte de ses activités et de ses états d'âme, mais aussi à philosopher, à commenter l'actualité littéraire, politique, et à livrer parfois des commentaires philosophiques, sociologiques, vraiment passionnants. Dans une lettre quotidienne qui a la forme d'une lettre, qui toujours de la même manière prend sa feuille en la pliant en deux et en écrivant donc 1, 2, 3, 4 pages, donc toujours le même format, ce qui relève vraiment presque de l'exercice spirituel et graphique et scriptural. Pendant 50 ans, à raison d'une lettre par jour en moyenne, ce qui fait 22 000 lettres. Et nous avons, grâce à la possibilité qu'offre désormais l'élection électronique, puisqu'on voit bien qu'aucun éditeur n'accepterait d'éditer 22 000 pages d'une femme qui n'est pas un écrivain, enfin qui n'a pas été un écrivain, on pourrait l'admettre pour la correspondance de Berlioz, qui est immense, celle de Hugo, celle de Flaubert, mais on ne voit pas qu'un éditeur publie une telle quantité, tandis qu'en ligne, c'est tout à fait possible, et c'est très pratique, puisqu'on peut compléter les lacunes au fur et à mesure des découvertes que l'on peut faire de lettres qui circulent chez les collectionneurs. Donc, pour l'instant, la quasi-totalité des lettres ont été transcrites par notre équipe, qui est une équipe d'une 50aine de chercheurs, dont Nicole fait partie. Nicole fait du reste partie aussi du comité scientifique de cette édition collective. Et les collaborateurs sont des enseignants-chercheurs, des bibliothécaires, des archivistes, des conservateurs. À la Maison Victor Hugo, je salue la présence de Gérard Audinet parmi nous, où plus de 1000 lettres sont conservées. Bon, la majorité sont conservées à la BNF, il y en a 18 000, ensuite 1000 à la Maison Victor Hugo, d'autres dans différentes bibliothèques. Et participent donc, par exemple, à la Maison Victor Hugo, les conservatrices participent à la transcription. Nicole aussi participe à la transcription des lettres de la BNF et de la Maison Victor Hugo. Et des étudiants, alors ça c'est intéressant en tant que professeur, de travailler avec mes étudiants de master ou de doctorat à cette édition. Nous partageons le corpus, l'immense corpus, et aussi nous collaborons. Donc ça suppose de transcrire, ce qui n'est pas le plus difficile, on s'y habitue assez rapidement à l'écriture, à déchiffrer l'écriture. Le plus difficile, c'est d'annoter, parce qu'on est amené à annoter des circonstances dont on ignore tout et pour lesquelles il faut trouver le bon spécialiste qui nous donnera le renseignement historique ou littéraire approprié. Donc pour répondre à votre question, nous en sommes à bientôt la moitié en ligne.
Vous dites Juliette Drouet n'est pas un écrivain, mais elle a quand même une très belle plume. Comment vous définiriez son écriture à quoi ça ressemble? Phrasé, oui. Tu veux répondre, Nicole? Si, vas-y. Je t'en prie. Non, mais c'est toi qui me l'as expliqué la première. Il y a un phrasé Juliette, une façon de ne pas mettre les virgules. Alors il arrive qu'on soit obligé de les mettre pour la compréhension du lecteur, mais très souvent on a envie de ne pas, parce que c'est sa respiration. Bonjour mon Toto, bonjour mon bien-aimé, bonjour. Elle peut enchaîner comme ça sans aucun signe de ponctuation. C'est vraiment greffé sur son humeur. Donc, il peut arriver qu'elle plaisante et qu'elle fasse des plaisanteries scatologiques, ça lui arrive très très souvent, érotiques aussi, toujours par la périphrase interposée, elle ne nomme jamais les choses, sublime parfois, le plus souvent avec de l'autodérision, et avec la conscience du très grand écart entre son propre style et celui de Victor Hugo. Mais par moments, elle a des périodes aussi magnifiques, inspirées de Madame de Sévigné, puisqu'il lui fait lire Madame de Sévigné comme modèle. Donc c'est très vif, vraiment hanté sur son humeur du moment. Elle fait parfois des calembours aussi, des dessins. Le dessin, alors la petite vignette prend parfois le relais de l'indicible, généralement, c'est-à-dire la moquerie. Donc ce sont bien souvent des caricatures de Victor Hugo, des autoportraits aussi d'elle-même en mégère, en mégère quand elle est vraiment très très en colère contre lui et qu'elle préfère se représenter son état d'âme par sa physionomie en colère que formuler les griefs. Ou bien il y a aussi des autoportraits d'elle-même en suicidée. Là c'est la menace. Et le dessin dit généralement ce qu'elle est lasse de dire autrement. Ça prend la relève de ce qu'elle est lasse de dire quand elle sent qu'elle n'est pas exaucée. Mais le dessin peut aussi servir à remercier d'un cadeau et se transformer presque en rébut parfois. C'est très joyeux. C'est une écriture qui est très inventive. On aurait peut-être dû commencer par là, mais je doute qu'il y en ait beaucoup dans la salle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout Juliette Drouet, c'est le grand amour romantique, c'est une liaison de 50 ans, extra-conjugale, avec Victor Hugo. C'est la femme qui le fait sortir de France avant l'exil. C'est plus que sa secrétaire, c'est l'ami de cœur, c'est une liaison comme on en connaît peu dans l'histoire de la littérature. Enfin, je ne vois pas d'équivalent de cette relation entre Victor Hugo et Juliette Drouet. Il y en a certainement que je ne connais pas. Elle est un petit peu comparable à celle de Zola avec Jeanne Rosereau. Cette différence près que Zola a eu des enfants avec Jeanne Rosereau alors que Hugo n'en a pas eu avec Juliette. Mais le point commun, c'est la bigamie, disons. Ce que les adversaires d'Hugo lui reprochaient, c'était pas tellement d'avoir une maîtresse, parce qu'il n'y a quand même rien de plus commun que d'avoir une maîtresse. Je suis toujours assez étonnée de voir qu'on s'étonne que Hugo ait eu une, voire des maîtresses. Pourquoi ça étonne quand c'est lui? C'est ça qui m'étonne moi. Et l'abondance quand même. Comment? Mais pas tant que ça. Alors ça c'est non mais ça c'est une vraie question. On croit savoir, tout le monde croit savoir que Hugo a eu énormément d'aventures. Mais quand on regarde, quand on lit le livre de Jean-Marc Auvasse, donc la biographie magistrale de Jean-Marc Auvasse, dont 2 tomes sont parus et dont le 3e est en cours d'écriture. Bon, Jean-Marc Auvasse, cette biographie est remarquable parce qu'elle est très très bien informée et parce qu'elle est très très bien écrite. Bon, il a un talent d'écrivain extraordinaire, mais il n'écrit rien que de vérifié. C'est-à-dire qu'il fait un travail d'historien pour commencer. Et en réalité, d'aventures certaines que Hugo a eues, c'est-à-dire dont on ait des traces par sa correspondance, par ses carnets, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, donc,
sa femme, hein, évidemment, mais sa femme, c'est pas une aventure. Mais donc, Juliette Drouet, assurément, sa compagne pendant 50 ans. Léonie Billard, la femme du peintre François Billard, avec qui il a eu une liaison pendant 7 ans, et dont certains à cause de leur correspondance qui a été publiée, et du flagrant délit d'adultère qui a été constaté par la police. Alice Ozy, qui était une actrice avec laquelle il a eu une aventure aussi, on le sait, par de la correspondance, les archives. Il l'a piqué à son fils. Et qu'il a partagé avec, qu'il a détourné, qui était la maîtresse de son fils au départ. Blanche Lanvin, donc sur ses vieux jours, qui était la domestique de Juliette. Là, on le sait aussi par la correspondance de Hugo avec Juliette et les reproches que Juliette lui fait. Peut-être une autre domestique pendant l'exil, Célina, dont on voit dans ses carnets qu'il est extrêmement malheureux lorsqu'elle meurt après être repartie chez elle à Aurigny. Pour le reste, ce sont des suppositions. Et, alors, certainement, vraisemblablement, il y en a eu d'autres. Hein. Et Hugo était un amateur de femmes. Mais jusqu'où est-ce que ça allait? Combien? Ça, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'une légende se constitue assez tôt. Et en tout cas, elle s'amplifie après la mort de Victor Hugo, sous la plume de ceux qui veulent lui nuire. Hein. C'est-à-dire sous la plume de ceux pour qui il faut abattre cette grande figure républicaine en le faisant passer pour un satyre, pour un faune. Et à partir de là, comme ça fascine les gens, eh bien, on continue à répéter la chose. Je vais me tourner vers Nicole Sévy. Cette relation de Victor Hugo aux femmes, elle est dans la norme du 19e siècle? Non. Victor Hugo, je crois qu'il est vraiment dans aucune espèce de norme, dans aucun sujet. Une chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur Hugo il y a très longtemps, c'est que les chercheurs qu'on pouvait rencontrer, par exemple, je me rappelle quelqu'un qui travaillait à l'époque, c'était le début sur l'invention du patrimoine, l'invention du tourisme, une historienne, qui était étonnée de voir que le premier grand défenseur, d'autres localement, mais la première grande voix qui défend et qui obtient par exemple la restauration de Notre-Dame de Paris et des lois nouvelles de protection du patrimoine, c'est Victor Hugo, et c'est à peu près vrai dans tous les domaines. La première grande voix en France pour l'abolition de la peine de mort, c'est Victor Hugo. Le premier grand-père de l'histoire de l'humanité, c'est Victor Hugo. Inventer le rôle du grand-père, un grand-père qui peut changer des couches, donner la bouillie, donner les médicaments, quelque chose qui était totalement inimaginable dans la société patriarcale de la fin du XIXe siècle. Alors bien sûr, il est hors norme, et pour les femmes aussi, je crois que c'est cette histoire avec Juliette. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport entre la biographie et la question des droits, la question politique, c'est-à-dire que sa conscience, sa revendication de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une constante chez lui, elle prend naissance très très tôt, et elle prend naissance dans la question de la prostitution. Dans la question de la prostitution, pourquoi ça je ne sais pas, c'est compliqué. Il a été élevé par une mère, une intellectuelle, Sophie Trébuchet était une femme remarquablement forte et intelligente. Déjà dans Marion Delorme en 1829, la question posée est celle de la rédemption d'une prostituée, et en 1833 il rencontre Juliette Drouet. Juliette Drouet, c'est quoi? C'est une comédienne, oui, plus ou moins, c'est une comédienne, mais c'est surtout une courtisane, une vraie courtisane, une croqueuse de diamants. Elle est couverte de millions de dettes. Et Hugo, en choisissant Juliette comme maîtresse, se ridiculise aux yeux du tout Paris et s'engage à payer les dettes de Juliette pendant des années. Il a trimé pour payer les dettes de Juliette. Alors d'où l'enfermement, parce que le seul moyen qu'elle n'y retombe pas, c'est qu'elle soit recluse, c'est qu'elle soit mise à part. Ça, c'est une chose qu'on a, nous, beaucoup de mal à nous représenter. Et puis alors, il y a une période avant 48, je dirais, où il fait des tas de bêtises, une période où il va très mal. Il est
Il est académicien, il est bientôt pair de France, au sommet de la réussite, il grossit, il se laisse pousser les cheveux, il est très vilain à ce moment-là. Et bon, il va témoigner au poste de police en faveur d'une prostituée à qui, enfin c'est comme dans Les Misérables, il en a fait l'histoire de Fantine et de Bamatabois, c'est-à-dire une fille dehors en robe de soie en plein hiver à qui un jeune bourgeois, pour s'amuser, met des boules de neige dans le dos, qui se met à hurler, qui lui griffe le visage. Qu'est-ce qui se passe? La police arrête qui? La fille, évidemment. Et Hugo, scandalisé, va témoigner en faveur de cette femme, ce qui est très mauvais pour sa réputation. Et puis pire encore, ce dont parlait Florence à l'instant, c'est l'histoire du flagrant délit, à croire qu'il l'a fait exprès. Alors il a été très amoureux d'une deuxième maîtresse à côté de Juliette, qui était Léonie Viard, qui était une femme de lettres. Il s'est fait surprendre en flagrant délit d'adultère avec elle par un commissaire de police et François Biard, le mari de la dame qui voulait obtenir sans doute des dédommagements. Bon. Qu'est-ce qui est sorti de là? Que Hugo, vu sa notoriété, il a été prié de se tenir tranquille pendant quelques semaines, mais Léonie, elle a été envoyée à Saint-Lazare, et puis ensuite au couvent. Et il a été scandalisé par cette inégalité de traitement. Donc là, à partir de là, il y a une remise en cause de la loi, du code civil. Il n'y a pas de raison que les femmes soient traitées si différemment des hommes. Bon, il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la visite aux caves de Lille, la vision concrète de la misère, et en particulier de la misère des femmes. Bon, il y a tout ça, et puis il y a ces choix de vie privée. Ce qui est très étonnant, c'est son histoire avec Adèle Hugo. Il l'a épousée, il était follement amoureux d'elle. Sophie trouvait qu'elle n'était pas terrible, enfin bon. Il était très amoureux d'elle, et au bout de quelques années, ça ne va plus. Adèle est sans doute submergée par cet ouragan qui est Victor, et tombe amoureuse, elle, de Sainte-Beuve. Je ne sais pas franchement si on pouvait imaginer plus sexy. Mais bon, elle est amoureuse de Sainte-Beuve. Donc c'est vraiment elle qui a commencé. Et pour Hugo, dont Sainte-Beuve était le meilleur ami, ça a été absolument déchirant. Alors, à partir de là, il passe un pacte. Ça, c'est très, très intéressant. Il passe un pacte. Elle lui dit, je te rends ta liberté. Tu peux mener ta vie de garçon. Une espèce d'association, d'amitié, un peu comme le mariage aristocratique au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qu'il appelle magnates mulieres dans Les Misérables, les grandes dames. Bon, chacun vivait sa vie. En même temps, il reste des rapports étroits autour des enfants, autour de la gestion des biens familiaux, de la maison, etc. Non pas tant pour les apparences, mais parce que ce qu'il y a entre elle et lui, les enfants, la famille, ça a du sens, ça a réellement du sens. Et il a réellement de l'amitié, de l'affection pour elle. Voilà, alors à partir de là, bien sûr, liberté d'aimer pour Victor, et c'est là qu'il rencontre Juliette en 1833. Et il faut dire qu'il aimait, je m'arrête quand vous voulez, hein, il aimait les femmes intelligentes. Pas du tout comme Barbade Aurevilly qui détestait les bas bleus. C'est un siècle où, encore aujourd'hui, enfin bon, on a très très peur des femmes, des intellectuels, des écrivaines. Et lui, il a encouragé autour de lui toutes les femmes à écrire. Elles ont toutes écrit. Hein. Adèle, la mère, écrit le Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. On a édité en 85 le texte original avant qu'il soit corrigé pour la galerie un peu athée. Le texte original est beaucoup plus intéressant et drôle. Et Adèle mère était tout à fait intelligente. Adèle la fille tient un journal qui est resté célèbre, tant du moins qu'elle a ses esprits. Juliette et Léonie, il les fait travailler pour Les Misérables, il leur fait raconter par écrit leurs souvenirs de couvent, et puis Juliette, il lui fait écrire un fabuleux roman épistolaire, celui dont vous parlez, Florence. Et puis en plus, il est capable d'écrire très tôt, c'est dans Les Rayons et les Ombres, homme, il est doux comme une femme. Je crois que c'est pour ça qu'il leur plaisait autant. Je vais redonner la parole à Mona Ozouf pour un autre portrait de femme. Mona Ozouf qui est trop modeste, parce qu'elle me dit surtout, je ne suis pas une spécialiste de Victor Hugo. Non, elle a donné une très belle conférence sur Les Misérables à la BNF il y a quelques années.
Mais il se trouve qu'elle est à nouveau, elle a été rediffusée par France Culture ce mois-ci. Elle est disponible en podcast, je vous la conseille. Donc, de l'enfance, on va passer à l'érotisme. Non, pas tout à fait, mais j'ai choisi 2 brefs poèmes, rassurez-vous, pour montrer 2 aspects, 2 manières de Hugo de présenter la femme. Alors, un de ces poèmes s'adresse à une certaine Jeanne, mais Jeanne est allégorique. C'est la femme qui tient en sujétion son amoureux. Donc c'est le poème de la domination féminine, si on voulait aller jusque-là. En revanche, second poème, qui est le poème du désir immédiat, où l'homme triomphe. Vraiment, c'est une affaire, vous verrez, rondement menée. Et l'homme triomphe sans le moindre brin de cour, de courtoisie, de galanterie, etc. Donc 2 poèmes, la domination masculine opposée à la domination féminine. On pourra se demander après lequel de ces poèmes est le plus convaincant. Premier poème, Jeanne. Je ne me mets pas en peine du clocher, ni du beffroi. Je ne sais rien de la reine, et je ne sais rien du roi. J'ignore, je le confesse, si le Seigneur est hautain, si le curé dit la messe en grec ou bien en latin, s'il faut qu'on pleure ou qu'on danse, si les nids jasent entre eux, mais sais-tu ce que je pense? C'est que je suis amoureux. Sais-tu, Jeanne, à quoi je rêve? C'est au mouvement d'oiseau que fait ton pied qui se lève quand tu passes le ruisseau. Et sais-tu ce qui me gêne? C'est qu'à travers l'horizon, Jeanne, une invisible chaîne me tire vers ta maison. Et sais-tu ce qui m'ennuie? C'est l'air charmant et vainqueur, Jeanne, dont tu fais la pluie et le beau temps dans mon cœur. Et sais-tu ce qui m'occupe, Jeanne? C'est que j'aime mieux la moindre fleur de ta jupe à tous les astres des cieux. Premier poème. Deuxième poème, la rencontre au bord d'une rivière. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus dans les grands joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda, de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons, et je lui dis « Veux-tu, c'est le mois où l'on s'aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle s'essuya les pieds à l'herbe de la rive, elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre se fit alors pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage, je vis venir à moi, dedans les grands joncs verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, les cheveux dans les yeux et riant au travers. J'ai l'impression que ces derniers vers, c'est ce que Hugo a écrit le plus osé. Il me semble que dans les romans, il n'y a aucune scène vraiment torride. Dans le théâtre, non plus. Enfin, je ne sais pas. Non, dans le théâtre, c'est pas possible, hein, parce que c'est sur scène. Hein, donc, non, en effet. C'est dans la suggestion. Ouais. Mais dans les romans, il n'y a aucun passage très suggestif de ce point-là. Enfin, à ma connaissance. Dans L'homme qui rit, Josiane, quand elle séduit Gwynplaine, oui, là, c'est sans doute le passage le plus torride dans sa chambre. Là, ça dure un moment. Alors, on ne voit rien directement, mais on déduit ce qui se passe par allusion. Oui, dans les romans, c'est la même chose. On a l'impression que dans la fiction, ça bloque. Par exemple, Déruchette dans Les Travailleurs de la mer ou Cosette dans Les Misérables, Cosette grande. Parce que Cosette petite, c'est pas du tout la même chose. C'est une espèce d'oiseau babillard, charmant, un peu bête. Enfin, on a l'impression que les personnages féminins sont complètement déréalisés par la mort de Léopoldine, en fait. Léopoldine est morte en 1943
Et la jeune fille, ça reste un ange, c'est un ange, un idéal, un ange. Il n'y a pas de représentation possible réellement érotique dans les romans. Oui, puis j'ajouterais peut-être une chose, c'est que les jeunes filles sont toujours chez Hugo des innocentes. Si on compare par exemple les jeunes filles de Balzac, moi ça me frappe toujours. Les jeunes filles de Balzac, elles sortent elles aussi du couvent, mais au fond elles savent tout. Elles savent tout de la dot, de la manière dont leur père a tourné la législation issue de la Révolution pour faire des majorats pour les garçons. Elles savent exactement ce à quoi elles peuvent s'attendre, c'est-à-dire à pas grand-chose. Elles sont extraordinairement averties de l'argent, les jeunes filles de Balzac. Chez Hugo, ce sont des créatures angéliques et roses. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas ? Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille dans les romans de Victor Hugo. Il n'y a pas de famille qui Oui. tiennent debout. Les Misérables, à cet égard, sont... Sauf le couple Thénardier. Ah mais oui, il y a une famille absolument monstrueuse. Oui. La mère aime quand même ses filles, alors elle les garde, mais elle en fait des voleuses et des prostituées. Quant aux garçons, elle les déteste, elle les met à la rue. Gavroche, dont vous connaissez le destin fabuleux, le merveilleux petit Gavroche, et les deux petits garçons sans nom, qui se retrouvent dans le Luxembourg, qui récupèrent la brioche qu'un enfant de bourgeois avait jetée au cygne en disant « j'ai plus faim ». Le plus grand des deux petits frères prend la brioche, la donne au petit et répète ce que Gavroche lui avait dit quand il les avait fait dormir, parce qu'il les avait hébergés sans savoir que c'était ses frères, dans l'éléphant de la Bastille, « colle-toi ça dans le fusil ». Disons quelques mots des femmes de la famille, puisqu'on l'a abordé. Donc, relation lourde, donc Léopoldine, qui meurt noyée dans la Seine. Adèle, la femme, donc ce contrat que vous évoquiez. Et puis Adèle H. de Truffaut, dont la santé mentale n'est pas formidable. Le premier rapport de Hugo avec les femmes, c'est avec les femmes de sa famille. Et on a l'impression qu'il est paroxystique, pathologique, enfin qu'il est hors de la norme, là, pour le coup. Avec sa mère non, je crois pas. Ah non, je n'avais pas parlé de la mère, mais si vous voulez en dire un mot. Non, je vois pas qu'il soit hors de la norme. Bon, il a un rapport très proche à sa mère qui, comme le disait Nicole tout à l'heure, les a très bien élevés. C'est beaucoup occupé de les faire lire, et au-delà de ce qui était recommandé par l'école. Elle leur fait lire des auteurs du XVIIIe siècle qu'on ne lisait pas, qu'on ne donnait pas à lire aux enfants. Donc il a un rapport très proche avec sa mère, mais pas particulièrement névrosé. Sa femme, il l'aime, mais comme beaucoup d'hommes aiment leur femme au début, et sa maîtresse, et sa maîtresse, non, je dis au début de la vie de Victor Hugo, pendant les premières années qu'a évoqué Nicole. Il vit ensuite en bonne intelligence avec sa femme, comme beaucoup d'hommes vivent en bonne intelligence avec leur femme ensuite. Et il adore sa maîtresse, comme beaucoup d'hommes adorent leur maîtresse. Non, je ne crois pas que ce soit un rapport excessif aux femmes, à vrai dire. C'est un rapport de découverte très riche. Et alors, ce que je voulais ajouter peut-être aussi, puisque nous parlions de l'œuvre, c'est que des figures de femmes dans son œuvre, c'est que quand on passe à la femme adulte, donc ce que vous disiez sur la jeune fille est tout à fait vrai, mais les femmes adultes ne correspondent pas vraiment à des types littéraires déjà figés, ou en tout cas quand ils semblent y correspondre, ils les excèdent largement, ils les dépassent largement. Et on a beaucoup de figures dans son œuvre, romanesque ou théâtrale, de femmes qui ont alors en critique littéraire américaine, aujourd'hui on dirait agency, c'est-à-dire une énergie, une inventivité et le sens de diriger leur destin, au fond. Par exemple, au tout début de 93, on a cette scène extraordinaire dans la forêt où la flécharde, donc la paysanne, entourée de tous côtés, cernée par la guerre civile, avec d'un côté les chouans et puis de l'autre les soldats du régiment de la République, se retrouve
coincée dans une clairière et doit dire de quel côté elle est. Le sergent républicain lui demande de quel parti elle est. Et elle répond, je suis du parti de mes enfants. Ce qu'elle veut, c'est sauver ses enfants. Et finalement, elle a une énergie, une action qu'elle va mener peut-être seule, avec l'aide des hommes, mais aussi en sachant où elle va et ce qu'elle veut. Et c'est le cas aussi des personnages de prostituées qu'on a dans l'œuvre de Hugo, que ce soit Marion Delorme qui a une énergie pour aller sauver ses deux amants condamnés à mort parce qu'ils se sont battus en duel pour elle, à une époque où le duel est interdit, ou Fantine, qui a aussi quand même une énergie. Alors, bien sûr, son destin est tragique, mais enfin, ce ne sont les personnages de prostituées, il y a aussi la Tisbé dans Angelotti Rampadou, sont les personnages généralement qui ont le plus d'inventivité et de volonté de maîtriser leur destin, même si elles n'y parviennent pas véritablement. De même, le schéma très traditionnel d'opposition entre la Vierge et la putain est toujours dépassé chez Hugo. Quand il existe, il est toujours retourné à un moment ou à un autre, ou dépassé ou déplacé. J'aimerais qu'on en vienne à ce sujet des droits de la femme. Victor Hugo est assurément un avocat des droits de la femme, mais dans le contexte du 19e, dès Jersey d'ailleurs, il tient des discours à Jersey là-dessus, début des années 50. Comment c'était un précurseur là-dessus ou c'était un mouvement qui était enclenché bien avant lui? C'est un mouvement, on va pas refaire ici une histoire du féminisme, et peut-être que Mona Ozouf le ferait mieux que moi, qui commence, disons, en gros en France. Après la Révolution française, on dit toujours que la Révolution française a exclu les femmes de la démocratie. Bon, c'est politiquement vrai, mais en revanche, c'est là que s'ouvre la question des droits, parce que les femmes manifestent dans les rues, vont chercher le roi, sont aux tribunes de la Convention, etc., et commence à se poser la question des droits. Et Noël de Gouges, mais les femmes du peuple aussi. Et alors à partir de là, on voit apparaître au cours du XIXe siècle ce qui va devenir plus tard un mouvement féministe avec les Saint-Simoniennes, les premières, et puis autour de 1848. Et à ce moment-là, la plus grande femme écrivain de l'époque, qui est George Sand, elles veulent la présenter à la députation. Et George Sand dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, les droits civils nous sont refusés, tant qu'on n'aura pas le droit au divorce, le droit de gérer réellement sa fortune, quand les femmes n'auront pas leurs droits civils, tant qu'elles ne seront pas vraiment éduquées, il n'est pas question de leur donner le droit de vote, ça n'aurait aucune espèce de sens. Donc les droits civils, pas les droits civiques. Alors Hugo fait tout ce chemin-là. Il part vraiment de la question des droits avec la question de la prostitution. Il commence par lier cette question des droits des femmes directement à la misère. Pour lui, c'est une question sociale. La faute en est à toi, riche, à ton or. Ça doit être dans les Chants du crépuscule, si je me rappelle bien. C'est-à-dire très tôt. Et à partir de là, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est toute une réforme. L'abolition de la misère, ce qui est son utopie, comme les États-Unis d'Europe, mais aussi l'égalité pour les femmes, la liberté, alors aussi bien les libertés civiles que les droits civiques. Les libertés civiles, c'est là qu'il est le plus radical. Je vais vous lire quelques extraits de ses notes de ce qu'on appelle Océan, qui sont des notes de Victor Hugo. Autant on peut parler d'idéalisme et de pruderie quand c'est des jeunes filles dans ses romans, etc. C'est vrai. Autant quand il s'agit de ses notes personnelles, c'est une pensée absolument radicale. Traite des nègres, l'esclavage. Traite des blanches, le mariage. La femme, la vierge, obligée de choisir entre acheter un homme, ce qui s'appelle le mariage, ou se vendre aux hommes, ce qui s'appelle prostitution. Vous aimez un homme autre que votre mari? Eh bien, allez à lui. Celui que vous n'aimez pas, vous êtes sa prostituée. Celui que vous aimez, vous êtes sa femme. Aimez et pensez librement. Ma vie privée est précisément mon honneur. Je resterai jusqu'à la mort le protestant de la liberté d'aimer. Alors ça, cette dernière phrase est très très importante parce que
parce qu'elle signifie l'égalité. Il pratique, lui, tout ce qu'il revendique, que les femmes aient aussi, comme lui, le droit de pratiquer. Donc, effectivement, ça a été dit, le XVIIIe siècle a proclamé le droit de l'homme, le XIXe siècle proclamera le droit de la femme. On disait encore le droit de la femme. Aujourd'hui, on dit le droit des femmes, précisément pour éviter d'essentialiser la femme. 1870, les lois sont faites par les hommes contre les femmes. Et effectivement, à ce moment-là, il est résolument en faveur du suffragisme, d'accorder le droit de vote aux femmes. Il soutient... il a les mêmes arguments que l'âme de Gouges. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle n'este pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. Donc l'idée c'est ça, c'est que les femmes cessent d'être des mineurs pour devenir véritablement des citoyennes. Donc il a parcouru un très grand chemin depuis ses amitiés de jeunesse avec par exemple Delphine de Girardin, qui devait lui raconter pas mal de choses quand elle venait le voir. Plus tard, beaucoup plus tard, il a défendu la communarde, Louise Michel. On ne sait pas s'il n'a pas eu une histoire d'amour avec Louise Michel, qui était pourtant avec Sarah Bernard, en fait, on a oublié. Hein. Non, mais Sarah Bernard, on sait qu'il lui a offert un bijou, oui. Parce qu'elle a joué le rôle de la reine d'Henri Blas et le rôle de Donia Sol dans Hernani. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il lui a offert un bijou. Alors à partir de là, on peut imaginer ce qu'on veut, mais on imagine. On n'y était pas. On n'y était pas et on n'a pas une lettre, on n'a pas une archive. Non, soit on y était, ni vous ni moi n'y étions, et Jean-Marc Ovas non plus, soit on a des archives, qui attestent, soit on se plaît à imaginer. On se finit une phrase et puis on vous passe la parole. Oui, donc, et toute la fin de sa vie, il soutient la presse féministe, le droit des femmes, Maria de Rennes, Hubertine Auclair, qui a des positions encore beaucoup plus radicales que lui. Ils sont en correspondance constante. On lui écrit du monde entier, de Cuba, pour soutenir les femmes cubaines. Voilà. En même temps, il sait très bien les limites de tout ça. Il écrit en 1875, « C'est de vous, femmes, que viendra la victoire. » On ne peut pas émanciper les gens comme ça de l'extérieur ou de force. Il faut que les femmes se battent si elles veulent l'obtenir. Est-ce que je peux intervenir? Bonjour à Madame Mona Ouzouf, que je connais bien et qui m'a fait l'honneur de préfacer un de mes livres. Je m'appelle Yves Mury et si je suis là à vous parler, c'est grâce aux deux personnages qui sont sur l'affiche, puisque Louise Michel et Victor Hugo ont eu une histoire d'amour, j'en suis la preuve, puisque je suis descendante de ces deux personnes. J'ai entendu parler de vous êtes journaliste à la Presse de la Manche? J'étais journaliste, oui, ouais. J'ai écrit 2 ouvrages. Et donc ils auraient une fille qui s'appelle Victorine, c'est voilà, ça? Exactement. Et donc, sur quoi vous j'ai été obligé de réagir. Non, mais j'ai vu cette information, mais je me demandais sur quoi vous vous appuyez pour affirmer. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence, mais il y a tout un... Je vais vous raconter l'histoire telle que je pense qu'elle s'est passée. En août 1851, Louise Michel, qui était une jeune élève institutrice, qui écrivait à Victor Hugo, puisqu'on a toujours les lettres qui sont à la maison Victor Hugo, est allée le voir rue de la Tour d'Auvergne à Paris. Et la rencontre s'est assez mal passée, puisqu'elle est partie en pleurant. Et 9 mois après est née Victorine à Cherbourg, qui est la grand-mère de mon père. Voilà. Donc je pourrais donner des détails, je pourrais donner non pas des preuves, je n'ai pas de preuves, mais j'ai des éléments très probants. Et, mais bon, je ne vais pas un peu perturber votre réunion avec toute cette histoire, mais simplement je voulais témoigner de ma présence. Voilà. C'est une histoire orale, donc il n'y a pas de pièces, il n'y a pas d'archives. C'est-à-dire que j'ai écrit pas mal de choses sur la question en me référant à des pièces, mais il n'y a pas de pièces officielles qui prouvent. Voilà. L'ADN ADN, oui, ça pourrait, mais je n'ai jamais fait. Venez tout de suite nous si vous voulez, informer. Au départ, j'étais journaliste, je suis en retraite. Au départ de mon enquête, je n'y croyais pas. C'était simplement une histoire de famille que j'ai voulu vérifier. Et au fur et à mesure de mon enquête, je me suis trouvé confronté à des obstacles et à des choses qui m'ont montré qu'on faisait tout pour ne pas nous diriger vers cette histoire. Et aujourd'hui, je me heurte à une autre famille, celle des francs-maçons, puisque je sais qu'il y a un dossier à Paris, à la grande bibliothèque de la Grande Loge de France, où on parle de cette histoire, mais je n'arrive pas à en avoir la communication. Vous nous tiendrez au courant de vos recherches.
je me retourne vers Mona Ozouf. Hugo et le féminisme. Il vous semble une figure importante de... Je vous laisse la parole. Non, je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce qu'a dit Nicole Savy, c'est tout à fait vrai. C'était pour lui un des combats du XIXe siècle. C'était d'ailleurs très partagé, justement, par des gens comme George Sand. Je relèverai la femme de son abjection. C'est un thème qui court à travers tout le XIXe. J'avais juste un petit bémol quand j'ai entendu Nicole Savy dire que la Révolution avait été très inamicale aux droits des femmes. Là, je crois qu'il faut prendre ça avec un peu de précaution, parce que malgré tout, il ne faut pas faire porter à la Révolution, si j'ose dire, le chapeau du Code civil, parce que c'est tout de même la Révolution qui, en cela, est incroyablement en avance. Elle donne aux femmes le droit de divorce pour 7 motifs rigoureusement équivalents entre les deux sexes, ce qui est une extraordinaire révolution. Donc, il y a eu une période de la Révolution tout à fait en guerre contre la domination patriarcale, contre l'ordre des pères, et pour redonner aux femmes des droits équivalents dans le mariage. Par ailleurs, l'instauration du mariage civil est quelque chose, et le doyen Carbonnier, grand juriste, disait toujours que c'était la gloire cachée de la Révolution française, et en effet, c'est d'aligner le droit de la famille sur le droit des individus libres et égaux, et faire du mariage un contrat entre volonté libre et volonté autonome, de part et d'autre. Donc tout ça a été très vite recouvert par la chape du Code civil, mais il faut quand même savoir que ça n'est pas la Révolution. La Révolution paraît avoir été très, très inamicale aux femmes parce qu'elle a effectivement rompu avec le siècle de l'échange, de la conversation courtoise entre les hommes et les femmes dans les salons. La conversation a été tuée par la Révolution pour être remplacée par l'éloquence de la tribune. Et à la tribune, les femmes étaient plutôt moins à l'aise que les hommes. Donc effectivement, il y a des nuances à apporter à l'infini, mais le droit de la Révolution française, à ses débuts, a été un droit plutôt très favorable aux femmes. Et par ailleurs, tout ce qui a été dit sur Victor Hugo est tout à fait vrai. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais avoir votre avis, vous qui connaissez bien Hugo. Il n'y a pas beaucoup dans l'œuvre de Hugo, me semble-t-il, de portraits de couples. Les couples sont absents, ce qui est très curieux. Il y a des religieuses à n'en plus finir, avec d'ailleurs des figures admirables comme la sœur Simplice des Misérables, qui pour moi est mon héroïne absolue, qui fait passer la justice avant le droit, avant la loi. Il y a beaucoup de religieuses, il y a des prostituées, il y a des saintes, il y a des saintes sacrificielles, Éponine dans Les Misérables, qui est un personnage que je préfère, que j'aime 10 fois mieux que Cosette. Encore que Nicole Savy ait parlé admirablement de Cosette dans un article ancien, je ne sais plus où il est, mais c'était... Donc ce serait bien que vous parliez du personnage de Cosette, un peu. Cosette, il y en a 2 en vérité. Il y a la petite fille bouleversante qu'on voit au début du roman, que Jean Valjean va sortir des griffes des horribles Thénardier. Cosette, elle a, je ne sais plus quel âge, 4 ans, 5 ans. Elle n'a pas l'air d'une enfant. C'est-à-dire que ce que dit Hugo, qui est très intéressant, c'est que la misère dénature l'être humain, dénature les sexes, dénature les âges. Elle a l'air d'une petite vieille, elle a l'air d'une bête, elle a même plus la beauté, la fraîcheur d'une enfant. Bref, il la prend, il lui achète la poupée fabuleuse qu'elle appelle Catherine, on n'a jamais su pourquoi. Et puis il la rachète aux Thénardier, qui vont le regretter après, il s'en va avec elle. Bon. Et alors suit une fuite avec des repos successifs, et en particulier l'épisode des longues années passées dans le couvent qui transforme cette petite bête sauvage en une jeune fille à peu près bien élevée et un petit peu éduquée, cultivée.
elle ne sait pas très bien qu'il ne faut pas mettre un chapeau noir ou quand on est une jeune fille. Enfin, en gros, ça va quand elle sort du couvent. Donc le couvent a quand même un rôle relativement positif. Et alors, cette petite Cosette merveilleuse, Jean Valjean lui sert de mère en réalité. Hein, parce que ça aussi, c'est la misère dénature tout, et quand il n'y a plus de famille, eh ben, un homme peut très bien, tous les hommes des Misérables sont vierges. Marius, au début du roman, enfin, jusqu'au mariage, Jean Valjean, bon, c'est une chose qui est très, Enjolras, c'est une chose qui est très particulière. Donc, Jean Valjean, qui adore évidemment la petite Cosette, qui est comme son père, l'élève et toute la fortune qu'il a gagnée du temps de Montreuil-sur-Mer, il l'a gardée de côté pour la lui donner à la fin. Et la Cosette de la fin, cette espèce d'oiseau babillard, hein, cet ange dont je vous parlais tout à l'heure, elle épouse Marius, et du jour au lendemain, Jean Valjean se retire, et ce père qu'il a adoré, bon, il vient plus. Ah tiens, il vient plus. Oh bah c'est dommage, oh bon, tant pis. Et puis bon, elle s'amuse, elle est jeune mariée, elle est contente, etc. Jusqu'au moment où Jean Valjean va mourir et où Cosette et Marius, parce que c'est Marius qui l'apprend, c'est pas elle, se rendent compte de qui il est vraiment. Il avait dit je suis un ancien forçat. Bon, mais ils se rendent compte en réalité que c'est véritablement un saint, qu'il a tout fait pour Cosette, et Marius et Cosette se précipitent à son chevet, et évidemment, c'est trop tard. Donc il y a deux Cosettes, il y a une petite bourgeoise médiocre, mais c'est Cendrillon, hein, enfin ça n'a plus aucune espèce de réalité. On est très très loin de Balzac, effectivement, je pense à Esther, la merveilleuse courtisane de Splendeur et misère des courtisanes. Esther, elle est montrée comme ayant une nature de Messaline. Chez Hugo, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de nature féminine, il n'y a pas de nature de l'enfant, ça peut se dénaturer, ça peut se tordre. Et bon, j'en reviens à mon propos, cette Cosette, elle est vraiment coupée en deux, un personnage qui n'existe pas, ces deux personnages. Alors la preuve, c'est que la première est entrée complètement dans le mythe, avec ses représentations, la petite Cosette au ballet ravissante qui est reproduite partout. Bon, et la deuxième, on l'a complètement oubliée, elle n'a aucun intérêt. Je voudrais faire écho à la question de Mona Ozouf sur les couples dans l'œuvre de Hugo, notamment dans le théâtre. Non, mais ça c'est vrai, la question du couple en tant que tel ne l'intéresse pas. Hein. Dans le théâtre, on a des couples impossibles. Dans Hernani, au moment où ils vont être couple, au moment de la nuit de noces, c'est le suicide. Non, il n'y a pas de couple qui se réalise. C'est pas un modèle. Alors évidemment, on est tenté d'aller en chercher les raisons dans le biographique, mais peut-être est-ce trop s'avancer, le couple. Non, je crois que la raison, Nicole l'a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le modèle du couple bourgeois n'est pas celui dans lequel on peut s'épanouir pour Hugo. Et de plus en plus, Nicole le disait tout à l'heure, il va vers une définition qui est celle de l'amour libre, au fond, hein, d'un idéal de l'amour qui est celui de l'amour libre. Et d'une certaine manière très paradoxale, c'est ce qu'il a réussi avec Juliette Drouet. Alors, je dis très paradoxal, puisqu'en effet, au début, elle est courtisane, entretenue, puis cloîtrée, surveillée. Mais cette relation évolue avec le temps, donc ça c'est vraiment le cas quand elle est encore jeune. Mais à partir du moment où leur relation évolue, d'une certaine manière, elle choisit de rester avec lui dans ces conditions-là, de partir en exil avec lui, et non pas de rester en France, de rester toujours à côté de lui, n'habitant avec lui que pendant les 10 dernières années, 5 ans après la mort de Madame Hugo, en ayant respecté quand même un délai de décence très long, de 5 ans avant de s'installer avec lui, sans qu'il ne se remarie avec elle, ce qu'il aurait pu faire, puisque Madame Hugo meurt en 68, il aurait pu se remarier avec elle, et il ne se remarie pas. D'ailleurs, elle ne le lui demande pas. Donc, finalement, leur relation se transforme en une forme d'union libre.
peux ajouter quelque chose qui a quand même gardé un caractère passionnel jusqu'à la fin. C'est pas seulement la vieille maîtresse. Quand elle apprend l'histoire avec, je connais moins bien cette période-là, mais quand elle apprend l'histoire avec Blanche Lanvin, la servante de Juliette, qui est la grand-mère ou la grand-tante de Jeanne Lanvin, la couturière. Quand elle apprend cette histoire, Juliette s'enfuit, ce qu'elle avait déjà fait dans sa jeunesse. Elle part, elle l'abandonne, elle le quitte, elle veut plus. Bon, en tout cas, provisoirement, elle veut plus en entendre parler. Et à ce moment-là, il lui écrit des lettres totalement désespérées. Et là, c'est l'amour fou qui revient. L'amour fou, c'est le même qui pouvait écrire. Ils ont 70 ans. Ils ont 70 ans. Ouais, même qui pouvait faire dire à Donia Sol sur la scène, j'ai besoin de te voir et de te voir encore et de te voir toujours. Il ne sait pas parler du couple, mais il sait parler de l'amour. Enfin, quand même, vu de loin, cette relation Juliette-Victor, elle est un peu étonnante, parce que cette femme qui va suivre Victor Hugo à Bruxelles, à Jersey, à Guernesey, qui va toujours rester à distance, qui a enduré vraiment des choses dégradantes, quasiment. Comment Victor Hugo en permettant ce type de relation, il a quand même beaucoup dégradé Juliette, non? Pour répondre des choses différentes. Moi, ma théorie, c'est que c'est Juliette qui fabrique Victor. C'est Juliette qui, en un sens, c'est Juliette qui fabrique Victor. Je veux dire que tous les matins, 2 fois par jour éventuellement, elle lui répète « Tu es grand, tu es un génie, tu es sublime, tu es sublime, tu es sublime ». Alors quand on lit les lettres ou quand on les transcrit à répétition, des fois on a envie de dire à Florence, trouve-moi un autre paquet parce que... Bon, mais Mon père, que j'avais embauché pendant quelques jours pour m'aider à faire des corrections, me disait « C'est pas ta mère qui m'écrirait des choses pareilles. » Voilà. Bon, mais on en rit aujourd'hui. Mais je crois vraiment qu'il ne pouvait pas déroger. Elle le mettait à une telle hauteur. Et c'est sincère. Enfin, elle est en adoration devant lui, devant sa beauté, devant ce qu'il écrit. Elle a copié énormément. La copie qu'il donnait aux imprimeurs, c'était pas le manuscrit original qu'il gardait. Hein. Donc les copies, c'était très souvent Juliette. Bon, et en un sens, personne d'autre ne pouvait lui dire ça. Bien sûr, il y avait des moments de très grand succès, un discours applaudi dans un congrès ou à la tribune, où il se faisait aussi conspuer, mais enfin bon. Et ses enfants et sa femme, sûrement pas. Aucun d'entre eux n'aurait tenu des discours pareils. Donc, le retour constant du sublime, je suis convaincue qu'il a un effet très, très, très fort sur le poète. Alors, est-ce que ça la dégrade, elle? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une grandeur de Juliette, là, c'est Florence qui peut en parler. Oui, mais elle est vraiment tout pour lui, à vrai dire. Elle est aussi sa collaboratrice de l'ombre, mais très étroite. Elle fait de la documentation pour lui, par exemple. Parfois, elle lui fait des fiches. Après avoir lu pour lui, elle copie. Sur la fin de sa vie, quand ils habitent ensemble, c'est elle qui dépouille son courrier, c'est elle qui répond à son courrier. Donc on a aussi toute une correspondance de Juliette Drouet à des écrivains. Par moment, elle répond même sans lui demander son avis. Elle sait aussi bien que lui ce qu'il va répondre. Elle lui fait des revues de presse aussi. Il vient travailler chez elle. Ça, c'est très très important pour lui. Il vient très souvent travailler chez elle, s'isoler, parce qu'il est sûr que personne ne viendra le déranger quand il est chez elle. Et même quand elle habite avec lui à un étage différent, elle a quand même un petit bureau à son étage à elle, pour lui, qui est complètement rempli de papier. Donc je crois qu'elle avait quand même... Alors certes, elle a subi des humiliations, comme vous dites, Édouard, elle a été trompée, et elle se savait trompée, elle savait qu'il aimait les femmes. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire qu'il n'avait eu que 5 maîtresses. Hein. J'ai juste voulu dire qu'il y en a 5 pour lesquelles on sait qu'il les a eues. Pour les autres, il en a assurément eu d'autres, bien sûr, mais combien, on ne sait pas. Dans quelle proportion, on ne sait pas. Donc assurément, elle a été bafouée, ça c'est vrai,
mais elle n'est pas la seule femme à avoir été bafouée. Et elle se savait aimée. Alors, je me suis demandé longtemps pourquoi, quand on transcrit, comme on fait Nicole et moi, on ne se lasse pas véritablement des déclarations d'amour pourtant répétitives et qui sont toujours au début et à la fin de la lettre de Juliette Drouet. On en sourit un petit peu, mais on ne s'en lasse pas. Et pourquoi on ne se lasse pas non plus de l'expression de sa plainte, qui pourtant pourrait agacer. Et il me semble que c'est parce que quand elle analyse l'amour qu'elle a pour lui et la douleur qu'il y a à l'aimer, d'une certaine manière, elle décompose, sans les connaître, les différentes phases de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éthique du care. C'est-à-dire, enfin, selon les féministes qui ont élaboré cette philosophie, cette éthique, le soin, la sollicitude, l'attention qu'on porte à l'autre, l'amour qu'on porte à l'autre, et qui se traduit par une manière de s'occuper de lui, se décompose en 4 phases qui sont le souci de l'autre. Donc, par exemple, les parents se soucient pour leur enfant, ou vous vous souciez pour votre vieux voisin, dont vous voyez qu'il commence à devenir dépendant. La deuxième phase, c'est la responsabilité. Donc, les parents savent que c'est à eux de s'occuper de leur enfant, de par la loi. Et puis, la responsabilité, ça sera celle des enfants de votre voisin que vous allez prévenir en leur disant votre vieux parent a maintenant besoin d'être pris en charge. C'est les enfants qui vont donc avoir la responsabilité de lui trouver une structure. La troisième phase, c'est celle du soin administré. Donc, changer les couches pour les parents avec leur enfant ou les aides-soignantes ou les infirmières qui, dans la maison de retraite, vont s'occuper de votre vieux parent. Et la quatrième phase du care, c'est la reconnaissance. Donc, l'amour des enfants pour leurs parents, les risettes du bébé à ses parents, et puis la reconnaissance de votre vieux voisin à l'égard de tous ceux qui se sont occupés de lui dans les 3 phases précédentes, donc l'aide-soignante, les enfants, et puis le voisin qui a remarqué sa détresse. Et quatrième phase du care, où on peut aussi repérer les maltraitances, puisque le care n'est pas toujours bien administré. Et dans la relation amoureuse ou familiale, il y a aussi ce soin qu'on porte à l'autre. Et ce que j'ai repéré chez Juliette Drouet, c'est que ce dont elle souffre, c'est de la disproportion entre ces 4 phases. C'est-à-dire que dans aussi la réciprocité, puisqu'elle prend soin de lui, mais lui prend soin d'elle. Et dans la première phase, ils ont 100% du souci l'un pour l'autre. Alors ça, c'est l'amour, cet amour extraordinaire dont tu parlais, Nicole, et qui dure jusqu'à la fin. Dans la deuxième phase, qui est celle de la responsabilité, Hugo a 100% de la responsabilité de Juliette, puisqu'il l'entretient et qu'il lui a passé serment en 1839, donc au bout de 6 ans de relation, qu'il ne la laisserait jamais tomber, ce qui permet à Juliette d'abandonner son métier de comédienne, parce que c'est un risque qu'elle prend en abandonnant son métier. Inversement, elle n'a aucun statut auprès de lui, elle n'a aucune responsabilité, et quand il est dans la 3e phase du care souffrant, elle ne peut pas s'occuper de lui. Ce sont ses domestiques à lui, chez lui, qui s'occupent de lui, là où elle voudrait être sa servante. Alors quand on le lit, évidemment, on peut être choqué aujourd'hui quand elle dit tu es malade et moi je voudrais être ta servante, ton esclave, dit-elle parfois. Avec nos propres critères, évidemment, c'est choquant, et je comprends, Édouard, que vous soyez choqués. Mais si on considère qu'elle voudrait pouvoir lui prodiguer des soins, après lui avoir, dans la phase où elle est jeune, procuré du plaisir sexuel, ça c'est sûr, et on voit que les rares soins qu'elle peut lui prodiguer, baigner ses yeux quand il vient, des repas qui sont rituels, tous les mardis, tous les jeudis pendant l'exil, la copie aussi, copier son œuvre, ça c'est un soin qu'elle peut, enfin un service, donc une forme de soin qu'elle peut exercer pour lui. C'est un tout petit, c'est trop peu. Là, elle exerce peu de soins, elle voudrait pouvoir exercer davantage de soins sur lui. Quant à la 4e phase, la reconnaissance, alors là, c'est comme la première, celle du souci, elle est à 100% des deux côtés. Et j'ai remarqué que quand elle se plaint, finalement, c'est toujours de ne pas, c'est de n'avoir aucune responsabilité et de ne pouvoir pas suffisamment le soigner, s'occuper de lui. Donc on peut aussi analyser cette relation, pas seulement à la lumière économique ou sentimentale, mais morale aussi.
Mona Ozouf, quelle image vous avez de Juliette Drouet? Une sainte, une esclave? Non, je me méfie dans les lettres des propositions, je suis ta servante, etc., parce que j'ai dans la tête une phrase de Simone de Beauvoir, oui, de Simone de Beauvoir à Nelson Algren, disant « Je veux être ton obéissante épouse arabe ». Donc, voilà, ça me fait prendre un peu les problèmes de « je suis ta servante » un petit peu avec un peu de recul. Après tout, qu'est-ce qu'il y a d'absolument vrai là-dedans? J'en sais rien. Voilà. Je pense que c'est aussi une figure. Ça ne me ferait pas conclure forcément à l'esclavage de la femme. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous venez de publier un livre qui s'appelle L'autre George, sur cette romancière britannique qui s'appelle George Eliot et que personne ne lit, hein, convenons-en. Et que, enfin, pas moi en tout cas. Il y a des lecteurs de George Eliot dans cette salle? 1 sur 100. 2. 3. Bon, stop. Sinon vous me coupez l'herbe. Ouais. George Eliot, contemporaine de Victor Hugo, en gros, elle est née quoi, une vingtaine d'années après lui. Eliot est né vers 1820, oui, enfin, oui, c'est ça. Oui, la question que je voulais poser, c'est cette figure de femme, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On ne va pas l'opposer à Juliette Drouet, mais c'est une figure de l'émancipation. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Eliot est une figure de l'émancipation pour des quantités de raisons, mais enfin, il ne s'agit pas d'Eliot ici, je ne veux pas résumer ce livre, mais à divers titres, parce que d'abord, elle rompt avec la foi de sa jeunesse, et du coup avec sa famille, ce qui est une première rupture, très douloureuse pour elle, parce que toute la famille est rompt. Frères, sœurs, etc. Il n'y a plus de milieu familial à partir de cette rupture très, très précoce, à 19 ans. À 19 ans, elle s'aperçoit qu'elle va à l'église sans plus du tout croire en Dieu. Elle dit « je ne peux plus y aller ». Donc c'est la première tornade dans sa vie. Et deuxième rupture, lorsqu'elle se met en ménage avec un homme déjà dûment marié, et un homme marié qui ne peut pas divorcer parce qu'il a eu la faiblesse de reconnaître comme le sien l'enfant adultérin de son épouse légitime. Et du coup, comme l'épouse légitime vit à Londres à quelques encablures du nouveau couple formé par Eliot et son ami, mari, amant, on peut choisir, elle dit mon mari, parce qu'elle a beaucoup traduit Feuerbach, et pour elle, le mariage, c'est le mariage selon Feuerbach, c'est-à-dire l'amour réciproque, point final. Bref, elle vit dans l'illégalité, et dans l'Angleterre victorienne, c'était la rançon immédiate était l'ostracisme social. À partir de là, elle vit une mort sociale, et les amis se mettent même à écrire à ses meilleurs amis à elle, pour dire surtout ne la recevez pas chez vous, parce que vous allez non seulement déshonorer les femmes de la famille, mais au-delà, toutes les femmes de l'humanité, quasiment. Donc il y a une période extrêmement, extrêmement dure, d'autant plus que c'est une femme fragile, très attachée à ses liens de famille et d'amitié, et donc ça a été, oui, très très difficile. Oui, ça c'est un personnage de femme vraiment émancipée. Mais émancipée à contre-cœur, presque, à contre-pente, disons, pas à contre-cœur, à contre-pente. Puisqu'on parle de livres, vous avez écrit Le Paris de Victor Hugo. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre comme ça, Nicole Savy? L'éditrice. J'ai été épouvantée quand elle m'en a parlé parce qu'elle m'a dit oui, 125 pages, je ne sais plus combien de signes, un tout petit machin. C'est beaucoup plus difficile à faire que naturellement en 300 ou 400 pages, évidemment, ça oblige à construire les choses, à synthétiser, à vulgariser. Enfin bon, c'est pas facile à faire, mais c'est très plaisant finalement comme exercice. Et encore une biographie de Juliette Drouet sous votre plume, Florence Nordel? Elle est en cours d'écriture. Oui. Et on la lit quand? Quand j'aurai fini d'écrire. À quelle heure? On va continuer dans les portraits de femmes. Et là, on atteint un âge plus mûr chez Victor Hugo et chez ses femmes. Et je vous laisse le micro, Mona Ozouf. Oui, j'avais pensé que
à ces portraits de femmes manquerait presque l'essentiel de la femme pour Hugo, qui est la mère. J'ai le sentiment que pour Hugo, ce qui sacralise la femme, c'est la maternité. Et du coup, d'ailleurs, on le voit très bien à travers, en effet, le personnage de Fantine, qui est une mère déchirante, parce que, voilà, sacrifiée. Bon, donc, je pensais que pour finir cette petite revue poétique de Hugo, il faudrait un personnage de mère, et j'ai pensé à la Janie des pauvres gens, dont vous savez l'histoire, parce que ça c'est un souvenir quand même toujours lié à nos enfances. C'est cette femme, femme de pêcheur, qui, une nuit de tempête, s'en va visiter la voisine malade, la trouve en réalité morte, recueille les 2 enfants qui dorment à côté de la morte dans le berceau, les ramène chez elle, et là attend dans l'angoisse le retour de son mari, dont elle craint énormément la réaction. Et voilà le poème que je ne sais peut-être pas très bien, et je serais peut-être obligée de recourir à mes papiers. Mais je vais essayer quand même. La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc. Et vous voyez, ça commence bien. Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux, parut au seuil et dit « C'est la marine !»« C'est toi ?» cria Janie, et contre sa poitrine, elle prit son mari, comme on prend un amant, et lui baisa sa veste avec emportement, tandis que le marin disait « Me voici, femme !» et montrait sur son front qu'éclairait l'âtre en flamme son cœur bon et content, que Janie éclairait. « Je suis volé, dit-il. La mer, c'est la forêt. Quel temps a-t-il fait ? Dur. Et la pêche ? Mauvaise. Mais vois-tu, je t'embrasse. Et me voici bien aise. » Vous voyez, ça coince là, ça coince. Je vais être obligée de recourir à ça. Ah oui, mais vois-tu, je t'embrasse et me voici bien aise. Je n'ai rien pris du tout. J'ai troué mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit! Un moment, pendant ce tintamarre, j'ai cru que le bateau se couchait. Et la mare a cassé. Qu'as-tu fait, toi, pendant tout ce temps-là? Janie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. Moi, dit-elle, ah mon Dieu, rien, comme à l'ordinaire. J'ai cousu. J'écoutais la mer comme un tonnerre. Pardonnez-moi. Oui. J'écoutais la mer comme un tonnerre. J'avais peur. Oui, l'hiver est dur, mais c'est égal. Alors, tremblante ainsi que ceux qui font le mal, elle dit « À propos, notre voisine est morte. Ça s'est passé hier, enfin, qu'importe, dans la soirée, après que vous fûtes partis. Elle laisse ses 2 enfants, qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine. L'un qui ne marche pas, l'autre qui parle à peine. La pauvre bonne femme était dans le besoin. » L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête, « Diable, diable, dit-il en se grattant la tête, nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire ? Bah, tant pis. Après tout, ce n'est pas mon affaire, c'est celle du bon Dieu. C'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des sentiments profonds. Pourquoi leur a-t-il pris leur mère à ces chiffons ? C'est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes. Il faut, pour les comprendre, avoir fait des études.
si petits, on ne peut leur dire travailler. Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls, avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux deux enfants, nous les mêlerons tous, cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau, je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais comment? Tu te fâches? D'habitude, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà. Je vais me tourner vers vous pour savoir si vous avez des questions ou des observations pour nos 3 intervenantes. Et je vois Gérard Audinet qui lève la main. Gérard Audinet, donc directeur de la Maison Victor Hugo à Paris et à Guernesey. Le terme qu'a employé Florence, il me semble très juste, celui de bigamie pour le couple Victor-Juliette. Moi, mon rayon, c'est plutôt le Victor Hugo artiste, le dessinateur et le décorateur. Et à travers les décors que Victor Hugo crée pour sa maison Hauteville House et pour la maison de Juliette, La Fallu puis Hauteville 2, il y a vraiment des échanges qui sont une véritable construction, je vais dire symbolique, parce qu'elle est très matérielle du couple. Par exemple, dans la salle, la pièce qui est la pièce familiale par excellence, celle où il y a le portrait de famille, qui est la salle du billard à Hauteville, il y a la série de dessins que Victor Hugo intitule les souvenirs. Souvenirs de Normandie, souvenirs d'Espagne, souvenirs de Forêt-Noire, souvenirs de Belgique, qui sont les souvenirs de ses voyages avec sa maîtresse, avec Juliette, qui sont là placés au cœur de la vie familiale. Dans la salle à manger, autre pièce essentielle de la vie familiale, on prend ses repas sous la cheminée, et au pinacle de la cheminée, on a une statue en céramique, Notre-Dame de Bon Secours, qui a été offerte par Juliette. Donc il y a vraiment un mélange et de la présence matérielle très forte de Juliette au sein de la vie familiale. À l'inverse, à Hauteville 2, en tout cas, c'est une pièce qui est documentée, la chambre de Juliette Drouet. Sur les volets de sa chambre, il y a d'un côté un panneau avec les armoiries des Hugo de Lorraine, de l'autre avec les armoiries du père de Victor Hugo, que Victor Hugo a réunies pour faire ses armoiries de père de France. Et on les retrouve au sommet du lit de Juliette, à la tête de lit de Juliette, qui est un motif sculpté avec les armoiries de père de France de Victor Hugo. Partout dans la maison, chez Juliette, on a les VH de Victor Hugo. Alors, c'est pas, comme on aime à le dire, le ego démesuré de Victor Hugo, c'est une façon de marquer, le couple, en fait, de dire tu es ici chez moi, enfin nous sommes ici chez nous, chez Victor Hugo. Et les armoiries de père de France dans la chambre de Juliette, comment lui donner mieux un statut de seconde épouse. Et ça se voit très nettement dans les décors. C'est juste, et les sources écrites, il y a aussi des objets qui racontent beaucoup de choses de leur passion. Pendant que vous n'avez pas la parole, vous pouvez peut-être nous dire 2 mots des travaux à Hauteville House, où ça en est, combien de temps ça va durer? Ça va très vite, puisqu'on ne voulait pas fermer la maison pendant plus d'une saison. Donc avec une saison et 2 UMH, ça fait 18 mois de travaux. Donc ça marche avec des petits retards habituels, mais qu'on contraint. Et normalement, ça ouvre le 1er avril, avec une maison que vous aurez peut-être, pour ceux qui la connaissent, du mal à reconnaître, parce que tout le propos de cette campagne de restauration, c'est de lui redonner vraiment son aspect visuel d'origine, celui qui a vécu Victor Hugo, qui a conçu et qui a réalisé Victor Hugo. Donc la maison de Blanche va redevenir grise, comme elle était du temps de Victor Hugo, et à l'intérieur, on va retrouver, dans certaines pièces, il y avait beaucoup de décors textiles dont ils se sont usés avec le temps, une restitution. Et par exemple, le très célèbre Salon Rouge va retrouver son damas avec son dessin d'origine, va retrouver ses broderies chinoises sur fond blanc, qui sont très spectaculaires, va
redonner à l'antichambre du Loup-Caout, qui était son premier cabinet de travail, son feutre imprimé, du moins j'espère, parce qu'on est en train de régler les derniers travaux de restitution et de travaux. Donc c'est un peu stressant par moment, c'est passionnant. Comme j'aime à dire, c'est comme si on avait un manuscrit de Victor Hugo dans lequel il manque des phrases et des mots et que nous devions réécrire les phrases et les mots. Donc c'est un peu stressant, mais c'est passionnant. Et j'espère que le résultat sera là le 1er avril. Dernière chose peut-être, est-ce que vous avez eu des surprises en désossant cette maison? Est-ce qu'on a découvert des choses derrière les plaintes? Alors on n'a pas retrouvé les lettres de Madame Hugo à Sainte-Beuve, les lettres de Sainte-Beuve à Madame Hugo, on espérait les cacher dans un coin, mais non, on les a pas trouvées. On a parfois sur des planches, sur des petits croquis Victor Hugo, sans doute très vraisemblablement de la main de Victor Hugo, pour expliquer au menuisier ce qu'il voulait. On a retiré des bibliothèques de l'antichambre du Loup-Caout dans son bureau de travail. On a découvert un petit placard qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas visible sur les photos. Donc il rangeait son matériel, sans doute quand il écrivait Les Misérables ou La Légende des siècles. Voilà. On a surtout beaucoup travaillé, nous. On a appris beaucoup de choses parce qu'on a vraiment étudié de près à la fois les sources historiques sur la maison et les sources iconographiques pour vraiment ne pas se contenter de faire quelque chose à la manière d'eux, que ça ait l'air de ce que c'était, mais d'essayer de revenir au plus près de cette œuvre visuelle qu'a vraiment voulu faire Victor Hugo, qu'il a fait. Merci. Nicole Savy, vous vouliez parler de papier peint? Ah oui, j'ai une histoire de papier peint. Il faudra qu'on retourne tous voir Hauteville House. Puis alors, il faut relire Les Misérables, parce que c'est pas seulement pour pleurer au moment de la mort de Gavroche. Hugo est quelqu'un de très rusé, très compliqué. Et alors, par exemple, au début du roman, Monseigneur Myriel l'évêque, celui qui va donner les flambeaux à Jean Valjean, a une sœur qui est une sainte femme, qui s'appelle Mademoiselle Baptistine. C'est ça? Baptistine. Et Baptistine, qui vit de rien, enfin, qui est la pureté autant qu'il est possible, écrit à sa meilleure amie, Madame de, j'ai oublié son nom, pour lui donner des nouvelles. Et alors, elle lui raconte dans une lettre que le romancier, non pas reproduit, parce qu'il l'invente, bien sûr, elle lui écrit, vous savez, Madame Magloire, c'est la servante, est en train de refaire, nous refaisons avec elle les papiers peints de ma chambre. Et on a enlevé des couches de papier. Et en dessous, on a trouvé un papier peint qui représente, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, ces fêtes où allaient les dames à Pompéi. Oui. Alors évidemment, elle ne sait pas de quoi elle parle. Peut-être que son frère lui a dit oui. Bon, mais elle n'a aucune idée de ce que pouvaient être ces orgies romaines et napolitaines. Voilà. Et il écrit Les Misérables, le texte, quand on travaille dessus, est plein de choses comme ça, pas toutes aussi drôles, mais de secrets enfouis comme comme si on avait mis des pierres précieuses et qu'on les avait cachées par-dessus le marché. C'est un roman très très étonnant. Avez-vous d'autres questions, observations ou souvenirs de lecture? Revendications? Désaccords? Ah. Dominique Monon. Merci pour ces échanges passionnants d'abord. Et quand on entend ce que vous nous avez dit les unes et les autres, on voit une femme, on voit un Victor Hugo amoureux, on voit un Victor Hugo pour qui l'image de la femme, je crois qu'une d'entre vous l'a dit, est sublime. Et je trouve qu'au total, dans tout ce que vous avez dit, on sent assez peu de choses sur la sensualité. Et est-ce que, au-delà de tout ce qu'on a dit, au fond, il manque des choses qui évidemment sont du caractère de l'intime, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne les connaît pas. Mais est-ce que vous avez le portrait que vous dressez d'Hugo au total n'est pas forcément sensuel? Il aime les femmes, il aime leur compagnie, il est pour l'égalité avec elles, il a une vraie façon de vivre avec elles, il montre une proximité. Il me semblait qu'il y avait une petite interrogation sur la sensualité, alors qu'elle est à l'encontre de ce que je croyais savoir de la sensualité d'Hugo, parce que j'avais entendu la citation un peu apocryphe selon laquelle
jusqu'à 80 ans, il pensait que c'était un os. Mais peut-être que cette citation est fausse également. Ouais, je crois, le poème que vous vous êtes dit tout à l'heure, magnifiquement, Mona Ouzouf, vieille chanson du jeune temps, je ne me rappellerai jamais. La belle fille effarée et sauvage, les cheveux dans les yeux et riante au travers. Bon, c'est un poème qui est d'une totale sensualité. Alors, bon, on est au milieu du 19e siècle, à une période qui est encore extraordinairement prude. En Angleterre, ce sera les temps victoriens. On ne parle pas de ces choses-là. Et des gens comme Baudelaire, par exemple, Flaubert, ont eu des procès en 1857 parce qu'ils écrivaient des choses qu'on trouvait scandaleuses. Je viens d'éditer le premier roman de Zola, qui est La Confession de Claude, qui est quelque chose d'absolument lugubre. Je vous déconseille de le lire. C'est très intéressant, mais c'est l'histoire d'un amour abject, ce qui est quand même extraordinaire. Commencer sa carrière de romancier avant les Rougon-Macquart en parlant d'un amour abject avec une fille des rues qui vient un jour s'installer chez lui, elle est sotte, elle est née. Bon, et puis il finit par tomber amoureux d'elle. Enfin, c'est très, 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 très dur. Bon, tout ça fait scandale à des époques pareilles. On n'écrit pas ces choses-là. Et la sensualité, elle est présente, mais elle est présente. D'abord, c'est pas seulement dans les rapports avec les femmes, c'est aussi avec les enfants. La petite Jeanne, par exemple, c'est avec la nature, c'est une sensualité panthéiste ou universelle, pas seulement érotique. De toute façon, les lettres intéressantes, entre guillemets, ont disparu, puisque à la mort de Victor Hugo, si j'ai bien compris, je crois que c'est les frères Goncourt qui racontent que les proches se sont précipités à Hauteville-à-Ouz et qu'il y avait une armoire pleine de lettres de femmes qui ont été immédiatement brûlées. Donc ce genre de détail existait peut-être, mais c'est parti en fumée. C'est-à-dire, si c'est le témoignage des frères Goncourt, il n'est pas forcément fiable, hein, parce que ni bienveillant. C'est-à-dire que, alors, précisément, parfois, j'enrage dans la dernière période, celle où Juliette habite avec Hugo, donc à partir de 1873, les 10 dernières années jusqu'à sa mort, elle continue à lui écrire, ce qui est tout à fait extraordinaire, puisque maintenant elle habite avec lui, et que jusqu'à présent, la lettre comblait l'absence. Et donc c'est bien la preuve qu'il s'agit d'un journal, au fond, d'un journal adressé, non pas d'un journal intime, mais d'un journal adressé, écrit pour un lecteur. Et la fonction de la lettre évolue un petit peu, mais elle est de plus en plus un agenda, au fond. Et donc on a la liste des invités au repas, qui sont... à peu près 3 ou 4 fois par semaine, ils ont entre 10 et 15 invités à dîner. Et très souvent, les frères Goncourt. Quand on lit ce que les frères Goncourt racontent ensuite dans leur journal, on se lamente et on a envie de dire à Juliette, c'est peut-être plus la peine de les inviter. Mais ils ont quand même été invités très très souvent pour pouvoir médire le plus possible en rentrant chez eux dans leur journal. Qu'en est-il de cette, je ne sais pas si c'est une rumeur ou un fait avéré, que pendant les obsèques de Victor Hugo, les prostituées se seraient données gratuitement? C'est les frères Goncourt qui rapportent ça, je crois. Ça vient, mais ça fait partie des innombrables légendes qu'on raconte comme des faits avérés et dont on dit « Ah, mais on sait bien que… » Non, on ne sait pas bien que. J'ai vu cette légende qui ne repose sur rien. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Victor Hugo est finalement le premier militant abolitionniste de la prostitution? Un des premiers. Il est toujours dangereux de dire le premier de manière générale, mais en effet, comme disait Nicole tout à l'heure, il fait partie des premiers. Oui. Y a-t-il pas eu des rapports de police concernant la présence des prostituées parisiennes autour de l'Étoile la veille du cortège vers le Panthéon? C'est le livre dont j'oublie. Judith Pérignon, Victor Hugo est mort. Oui, voilà. il est très bien sur le... Oui. Il est très bien. Oui. Des rapports de police, mais... Si, mais bien sûr. De toute façon, la présence des prostituées était toujours comme la présence aussi des délinquants. Et qu'elle est aussi identifiée, surveillée par la police. Ça ne prouve pas qu'elle faisait gratuit. Ah oui. Oui.
Bon, pour les biographies, Jean Markovats, c'est paru chez Fayard. 2 tomes qui doivent faire 1400 pages chacun, quelque chose comme ça. On attend le 3e, mais avec une impatience immense. Il y a une autre biographie formidable de Hugo par Annette Rosa, qui est parue en 1985, je crois, hein, l'année de la... Non, ça n'est plus édité, mais c'est accessible sur le site du groupe Hugo. Donc vous tapez sur Google groupe Hugo et vous allez tomber sur ce site universitaire hein, qui est le site de référence sur lequel certains ouvrages qu'on ne peut plus se procurer sont accessibles directement. Et là, c'est une courte biographie très inspirée et très bien informée. On va conclure, peut-être maintenant sur la figure de la grand-mère. Suite à quoi on fera une petite pause de 20 minutes environ, une demi-heure. Nos 3 intervenantes seront disponibles derrière là pour signer des livres. Et ceux qui veulent fumer une cigarette en regardant Jersey au loin le feront. Et on se retrouve, comme on a un petit peu d'avance, gardons-la, on peut se retrouver à 5h moins le quart ici pour passer cette fois-ci à la littérature contemporaine avec Julie Wolkenstein, Christine Montalbetti, Colombe Boussen. Et là, on va rentrer on va passer du 19e au 21e siècle. Voilà, je cède la parole pour un dernier portrait à Manon. Alors celui-ci, c'est une Pietà. C'est la grand-mère qui tient sur ses genoux le cadavre de son petit-fils tué dans l'émeute qui suit le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, la nuit du 4, c'est-à-dire la nuit du 4 décembre. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était pauvre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau de buis sous un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans la poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre, on entendait des coups de fusil dans la rue, où on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres, et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas, et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre » cria-t-elle, « monsieur, il n'avait pas 8 ans. » Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. « Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant? Ah, mon Dieu, on est donc des brigands. Je vous demande un peu, ils jouaient ce matin-là, devant ma fenêtre. Dire qu'ils ont tué ce pauvre petit être. Il passait dans la rue. Ils ont tiré dessus, monsieur, il était bon et doux, comme un Jésus. Moi, je suis vieille. Il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant, puis elle dit, et tous pleuraient avec l'aïeul, « Que vais-je devenir maintenant, toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui.
Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Il faut qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié « Vive la République !» Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, muets devant ce deuil qu'on ne console pas. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre et même prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la propriété. Il veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul les enfants de 7 ans. Je vous ai eu comme élève, oui. Rappelez-moi. Anne-Marie Buzol. Martine. Oui, ça me rappelle. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est pas